Bonjour ou bonsoir, bienvenue sur ce nouvel épisode de chez Littérodio. Aujourd'hui, nous allons parler clope parce que, en effet, nous allons lire un extrait du livre de Allen Carr, qui est un auteur très connu sur le sujet. Selon en tout cas les dires des diverses éditions qui sont sorties de sa méthode pour en finir définitivement avec la cigarette. Ici j'ai une édition de chez Pocket qui est en plus interactive puisque vous allez pouvoir faire des petits exercices et puis écrire dans le livre directement. Il semblerait que cette méthode ait aidé des millions de gens. Elle est très 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 connue et je me suis dit que j'allais vous partager quelques extraits. Et le premier que je souhaite vous partager, c'est le piège de la nicotine. Alors peut-être deux, trois mots sur Allen Carr. Donc en 1983, Allen Carr a conçu la méthode simple pour en finir avec la cigarette, qui deviendra un best-seller vendu à plus de 14 millions d'exemplaires dans le monde. C'est pas dégueu. Il est considéré comme l'expert numéro un de l'assistance aux fumeurs et a adapté sa méthode à de nombreux autres domaines. Alors une méthode qui a parfois fonctionné, parfois pas. J'ai trouvé ça intéressant de l'aborder parce qu'elle a vraiment aidé certaines personnes. Ma femme est actuellement en train de l'essayer. Pour l'instant, me semble-t-il, avec succès. Donc, il va évidemment parler de ce qu'est la cigarette, la nicotine, de comment ça agit, de pourquoi est-ce qu'on n'en a pas besoin, de comment est-ce qu'on veut faire. Bref, il va un petit peu aborder tous les points. Et comme je vous le disais, tout ça, ça a été enrichi au fil des éditions. Donc, le piège de la nicotine. Le piège de la nicotine repose sur une arnaque ingénieuse, la capacité à vous faire croire que votre pire ennemi est votre meilleur ami. Gardez l'esprit ouvert. Si vous vous sentez sceptique, ne vous inquiétez pas, c'est parfaitement normal à ce stade. En fait, il est important que vous remettiez tout en question à mesure que vous poursuivrez votre lecture. Cela inclut tout ce que vous croyez savoir à propos du tabagisme. Ouvrez votre esprit et la vérité vous sera révélée. Personne n'aime l'idée de s'être fait arnaquer. Vous n'êtes pas un imbécile, vous êtes parfaitement capable de distinguer quand quelque chose est bon pour vous et quand ça ne l'est pas. La seule raison pour laquelle vous pouvez vous adonner à quelque chose qui n'est pas bon pour vous, c'est parce que vous en faites le choix, non ? Certes, il est vrai que personne ne vous force à fumer. C'est toute l'ingéniosité du piège de la nicotine. Vous devenez votre propre geôlier. Et le nombre de gens qui se sont laissés prendre au piège montre à lui seul que ce n'est pas une escroquerie ordinaire. Beaucoup de gens très intelligents ont été portés à croire qu'ils ont besoin de cigarettes pour obtenir un plaisir ou un soutien. Tant qu'ils continuent de le croire, ils restent prisonniers du piège. Vous n'avez pas besoin que je vous dise que vous avez beaucoup à gagner avec l'arrêt du tabac. Santé, argent, apparence physique, honnêteté, estime de soi, les arguments à l'encontre du tabac sont imparables et malgré tout, des millions de gens continuent de les ignorer chaque jour. Pourquoi ? Le seul moment où nous y pensons, c'est lorsque nous essayons d'arrêter de fumer. Nous tentons de nous en servir comme motivation pour arrêter. Nous nous concentrons sur ce à quoi nous tentons d'échapper, les inconvénients. Mais cela a pour seul effet de nous effrayer. Et que font les fumeurs lorsqu'ils ont peur ? Ils fument. Se concentrer sur les aspects négatifs du tabagisme rend l'arrêt plus difficile et non plus facile. Alors ne tenez pas compte des inconvénients pour l'instant et pensez aux bénéfices de l'arrêt du tabac. Voyez-les comme un bonus merveilleux une fois que vous aurez retrouvé la liberté. Si penser aux inconvénients du tabagisme vous aidait à arrêter, vous seriez déjà un non-fumeur. La sécurité de la prison. Il existe un syndrome très courant chez les détenus de longue durée. Beaucoup d'entre eux récidivent très rapidement après leur libération. S'ils agissent ainsi, ce n'est pas qu'ils pensent en tirer sans être inquiétés, c'est parce que la sécurité de la prison leur manque. C'est ce qu'ils connaissent, tandis qu'ils craignent l'univers peu familier de la liberté. Cela nous aide à comprendre pourquoi un fumeur, ayant une toux persistante et qui, à l'évidence, ne tire aucun plaisir du tabagisme, continue de fumer. Cela peut se résumer en un mot, la peur. En tant que fumeur, vous vous retrouvez dans une lutte acharnée entre deux types de peur. Vous craignez les effets du tabagisme sur votre santé, mais vous craignez aussi la perspective d'une vie sans ce que vous percevez comme une petite béquille. Comment pourrais-je apprécier les sorties ? Comment vais-je me détendre ? Comment vais-je me concentrer ? Comment vais-je trouver la volonté nécessaire pour arrêter ? Comment vais-je supporter les souffrances liées au sévrage ? Comment vais-je surmonter mon stress ? La lutte acharnée contre la peur.
Dans la lutte acharnée contre la peur, pourquoi le tabagisme l'emporte-t-il si souvent? Pourquoi les fumeurs finissent-ils par prendre le risque de l'effet néfaste que le tabac peut avoir sur eux? Voici 2 réponses. 1. Les fumeurs font l'autruche. Pour ce qui est des risques de santé associés au tabagisme, ils se disent « Ah, cela ne m'arrivera pas », tandis qu'ils ne parviennent pas à faire abstraction de leurs craintes liées à une vie sans tabac. 2. Les fumeurs ne font pas le choix de prendre des risques avec le tabac. Ils sont contraints à continuer de fumer en raison de leur addiction à la nicotine. La lutte acharnée est engendrée par la croyance erronée selon laquelle le tabagisme aurait des bénéfices, comme vous apporter du plaisir ou un soutien, et qu'arrêter de fumer est incroyablement difficile. Éliminez cette croyance, et la peur d'arrêter disparaît. En fait, les 2 aspects de la lutte acharnée sont provoqués par une seule et même chose, les cigarettes. En réalité, on fume le plus souvent sans y penser. Les fumeurs ne savourent pas chaque bouffée. Le seul moment où nous sommes conscients de fumer est lorsque cela nous empoisonne la vie ou quand nous ne sommes pas autorisés à le faire. Vous parlez d'un plaisir. Lorsqu'on s'y adonne, soit on n'en a pas conscience, soit on regrette de le faire. C'est seulement lorsqu'on ne peut pas fumer que cela nous semble si précieux. Le lavage de cerveau. D'où viennent donc ces croyances erronées? Pourquoi pensons-nous que fumer nous procure quelque chose de positif? Il y a de nombreuses influences qui contribuent à nous faire croire que fumer nous apporte du plaisir ou un soutien. C'est à cause de cette croyance que nous sommes convaincus qu'il est difficile d'arrêter. Parents, professionnels de santé, groupes d'amis, publicité sur le tabac et placement de produits, autres fumeurs, ex-fumeurs, groupes de lutte anti-tabac. Les 2 derniers de la liste peuvent vous surprendre. Mais la plupart d'entre nous ont rencontré des fumeurs repentis, impatients de nous raconter la période d'agonie qu'ils ont traversée pour pouvoir arrêter le défi quotidien auquel ils sont confrontés pour rester non-fumeurs. Il est peu probable que vous envisagiez d'arrêter après avoir entendu tout cela. Ces gens réussissent à nous convaincre que nous ne serons jamais libres. Les groupes de lutte anti-tabac rebâchent aussi en permanence qu'il est difficile d'arrêter et que le sevrage nécessite énormément de volonté et de substituts. Ils perpétuent également le mythe selon lequel le tabagisme est une habitude, un plaisir, un soutien, et que vous concentrer sur ces aspects négatifs vous aidera à arrêter. C'est l'inverse. Le piège de la nicotine est comparable à l'escroc qui vole des tuiles sur votre toit avant de vous proposer de vous les revendre. Lorsque nous allumons notre première cigarette, nous laissons la nicotine pénétrer dans notre organisme pour la première fois. Lorsque nous écrasons cette cigarette et que la nicotine s'élimine de notre circulation sanguine, cela crée une très légère sensation de vide et d'insécurité, qui est à peine perceptible, mais suffisante pour vous donner l'impression qu'il vous manque quelque chose. C'est ce sentiment dont les fumeurs cherchent sans cesse à se débarrasser. Nous fumons pour nous débarrasser du sentiment créé par la première cigarette. Comme le léger sentiment de malaise est provoqué par le manque de nicotine, et puisque fumer permet d'alimenter à nouveau notre organisme en nicotine, la cigarette crée un soulagement temporaire que nous considérons à tort comme un plaisir. Mais dès que nous écrasons la cigarette et que la nicotine commence à nouveau à s'éliminer de l'organisme, l'impression de gêne refait surface et une vie de calvaire commence. La cigarette ne soulage pas d'un sentiment de malaise, elle le provoque. Il est indispensable que vous compreniez parfaitement ce point. Comme toutes les autres addictions, le piège de la nicotine agit en faisant croire à ses victimes qu'elles peuvent trouver un soulagement grâce à ce qui est précisément à l'origine de leur calvaire. Relisez cette page à nouveau jusqu'à ce que ce point soit totalement clair pour vous, puis confirmez-le en cochant cette case. Voilà, là, ça fait partie des petits ajouts interactifs. Nous verrons comment l'illusion de plaisir, de soutien et de soulagement se développe par la suite, mais pour l'instant, vous devez simplement comprendre comment elle commence. D'ailleurs, de souvenir, l'auteur propose de relire plusieurs fois le livre, jusqu'à ce que vraiment on y arrive. La sensation physique. Le manque de nicotine est si terrible. Dans le chapitre précédent, à la page 30, vous avez noté combien de fois vous fumez chaque jour. Cela signifie que votre organisme ressent le manque de nicotine, le même nombre de fois. Si vous êtes un fumeur à la chaîne, vous ne laissez pas le manque s'installer avant d'allumer une nouvelle cigarette. Mais que se passe-t-il la nuit, lorsque vous dormez? Êtes-vous à l'agonie à cause des symptômes du manque lorsque vous passez toute une nuit sans fumer? La prochaine fois que vous éprouverez le désir de fumer, réfléchissez aux sentiments que vous éprouvez aussi bien au niveau physique
que psychologique. La sensation physique du manque est si légère que la plupart des fumeurs n'en ont même pas conscience. Ils éprouvent un tiraillement infime, un léger sentiment de vide et d'insécurité qui les incite à penser à leur prochaine cigarette. La méthode simple appelle ce sentiment le petit monstre. Le petit monstre est si faible qu'il est presque inexistant. Il ne nous gêne pas lorsque nous dormons parce que nous ne sommes pas conscients. Ce n'est que lorsque nous sommes conscients qu'il devient un problème parce qu'il éveille un autre monstre, le grand monstre qui vit dans votre esprit. À un moment donné de votre vie, vous avez peut-être cru aux fées et au Père Noël. Lorsque vous avez découvert qu'il n'existait pas, avez-vous pu y croire à nouveau ? Le grand monstre. Votre addiction à la nicotine est à 1% d'ordre physique et à 99% d'ordre mental. Et c'est cette part de 99% qui constitue le grand monstre. La partie de votre esprit qui a subi un lavage de cerveau et interprète le minuscule cri du petit monstre comme « Je veux une cigarette ». Bien sûr, si vous fumez une cigarette, vous ne faites que nourrir le petit monstre. Il est facile de tuer le petit monstre. C'est parce que l'addiction au tabac est à 99% d'ordre psychologique que les patchs et les chewing-gums à la nicotine ne sont pas efficaces. Ils ne s'occupent que de 1% du problème. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'arrêter d'alimenter votre organisme en nicotine et le petit monstre mourra rapidement. C'est en essayant de tuer le grand monstre que les fumeurs qui arrêtent avec la méthode fondée sur la volonté échouent. Cette méthode ne fait pas appel à la volonté. Le but de la méthode simple d'Allen Carr est de détruire le grand monstre en réduisant à néant le lavage de cerveau qui vous tient prisonnier dans le piège de la nicotine. Pour échapper à ce piège, vous devez rectifier votre compréhension. C'est une chose que vous pouvez totalement maîtriser. Vous avez le choix. Vous pouvez vous sentir misérable à la pensée que vous ne pourrez plus jamais fumer ou vous pouvez vous sentir enthousiaste et joyeux à la perspective de ne plus jamais être forcé de fumer. Plus important, vous êtes prêt à trouver cela facile. Et bien voilà, donc c'est une méthode parmi d'autres qui a fait ses preuves sur certaines personnes. Donc si ça fait déjà plusieurs fois que vous essayez d'arrêter de fumer et que vous n'êtes jamais passé par celle-ci, sincèrement, vous ne perdez pas grand-chose à essayer, me semble-t-il. Voilà, merci à toutes et à tous et surtout n'oubliez pas, lisez. Et je ne suis pas moralisateur, mais bon, si vous pouviez ne plus fumer ou fumer moins, je crois que ça vous laissera plus de temps pour lire.